Eh bien voilà, bonjour à tous. Bonne année, on a encore le droit, on est en janvier. Bonne année, meilleurs vœux de réussite, professionnelle bien sûr, personnelle, dans tous les domaines. Vous êtes matinaux, prêts à en découdre à 8 heures du matin pour un cours d'hébreu avancé. Ravi de vous retrouver pour ceux que je connais déjà et ravi de faire votre connaissance pour ceux que je ne connais pas encore. Alors, c'est un cours d'hébreu avancé. Et donc, il est un cours qui, techniquement, est un cours de master, donc pour les étudiants qui ont déjà fait 3 ans d'études derrière eux, dont plusieurs semestres de grammaire hébraïque, et on fait de l'hébreu massorétique, avec la vocalisation massorétique, et puis ensuite un petit peu de bouteille de travaux sur des textes en hébreu biblique, et puis ensuite on arrive à ce niveau d'hébreu avancé qui est un cours donc de master. Mais le même cours est proposé à des étudiants des années précédentes qui le souhaitent, et même à des étudiants qui ne viennent étudier que les langues bibliques chez nous, à savoir le DU de langue biblique. Et à ce moment-là, vous avez une formation accélérée et vous arrivez en quatrième semestre, et ça n'est que votre quatrième semestre d'hébreu. Donc, ça fait des niveaux assez hétérogènes, mais il n'y a pas de problème parce qu'on aime bien la diversité et on va se débrouiller. Simplement, ça veut dire qu'il faut pas que vous hésitiez à poser des questions. Et donc pour ça, il faut ouvrir votre micro parce que j'ai plein de fenêtres sur mon ordinateur et la fenêtre de la visioconférence n'est pas forcément au premier plan. Donc même si vous mettez un mot dans le chat ou quoi, je vais pas forcément le voir. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à dire j'ai une question et je vais me faire un plaisir d'y répondre. En sachant, comme je vous disais, donc comme les niveaux sont assez différents, il y a des choses qui sont peut-être évidentes pour certains, mais pas du tout pour d'autres. Et donc, et je ne peux pas forcément savoir ce que vous avez déjà étudié ou pas, ce que vous savez déjà ou pas. Vous voyez, c'est un peu compliqué pour moi voilà. Donc, je vais faire de mon mieux. Je suis là pour vous aider. Je suis là à votre service pour répondre à vos questions, vous aider à progresser en hébreu. L'idée étant de vous permettre de replacer l'hébreu de la Bible dans son contexte linguistique, puisque la Bible, ça n'est pas une langue, c'est un texte, et donc un texte écrit par des gens qui ont vécu à une certaine époque et qui parlaient une certaine langue. Et l'idée étant de montrer l'évolution de cette langue au sein même de la Bible, de vous permettre d'avoir un peu plus de finesse dans l'étude des textes bibliques, de comprendre les différents styles, différents genres littéraires, différentes façons de s'exprimer. Tout comme en français, très clairement, si vous étudiez d'abord le français à l'oral, ça n'est pas la même chose qu'à l'écrit. J'ai rencontré quelqu'un qui a appris un français très oral et qui, quand cette personne m'écrit un message, cette personne écrit je vais, vous savez qu'on me dit je vais, mais J-V-A-I-S, alors qu'évidemment en français, on n'écrit pas je vais, on écrit je vais. On écrit mais on ne le prononce pas. En tout cas, quand on parle un français populaire, etc. Et donc, vous voyez, il y a tous ces phénomènes linguistiques. Nous, en français, on apprend, on va à l'école, on nous donne des règles d'orthographe, on fait des dictées, etc. On nous tape sur les doigts si on fait des... Enfin, non, on le fait plus maintenant, mais voilà, on nous dit attention, c'est pas bien. Et simplement, il faut comprendre qu'à l'époque, dans l'Antiquité, évidemment, il n'y avait pas de programme scolaire national euh, avec obligation. Voilà, c'était pas l'époque de Ferry, qui avait donc imposé l'école obligatoire pour tous avec l'apprentissage de la langue. Il n'y a pas non plus d'académie française comme on a aujourd'hui, qui édicte des règles de grammaire et qui dit comment il faut faire les choses. Voilà. Donc, quand vous allez découvrir la réalité de la langue hébraïque dans son usage à l'écrit, c'est intéressant de s'intéresser à différents cadres dans lesquels on écrit. Des messages de la vie de tous les jours, l'équivalent des SMS qu'on enverrait aujourd'hui ou des emails qu'on enverrait aujourd'hui, des textes un peu plus littéraires, etc. Et ensuite, ça vous permettra, quand vous lirez votre Bible hébraïque, de vous dire, tiens, finalement, cette personne, elle écrit à telle époque, mais moi, je sais en fait comment les gens écrivent à telle époque, puisque justement, on a étudié des documents contemporains de l'époque. Quand vous lisez la Bible hébraïque, quand vous l'étudiez, si vous avez le texte massorétique sous les yeux, en fait, l'édition, que ce soit une édition papier ou une édition en ligne, en général, le texte que vous avez, c'est le codex de Leningrad. Je vais le mettre à l'écran. Vous voyez ici, là, quand vous ouvrez votre Bible hébraïque, quand vous avez Bereshit, bara Elohim et Hachamim et Haaretz, en fait, vous lisez en général en codex de Leningrad, Saint-Pétersbourg aujourd'hui, qui date de l'an 1009 de notre ère, 1008-1009, donc qui a été copié au Caire, en Égypte. Donc il y a une sorte
d'anachronisme, ou pas, on peut dire d'anachronisme, en tout cas de distance temporelle entre l'époque supposée de la rédaction du Pentateuque. Si vous vous posez la question de savoir quand le Pentateuque et la Genèse a été rédigé, j'ai fait un cours le semestre dernier sur la Torah de Moïse, pour voir le dernier chapitre, où enfin, voilà, bref, même tout le semestre si vous voulez, mais en tout cas en résumé, pour dire que c'était écrit, on va dire, sur 1000 ans, mais en tout cas avec des rédactions qui peuvent commencer 1000 ans avant notre ère et qui se terminent au tournant de notre ère, quelque chose comme ça. Voilà. Donc la rédaction de la Bible hébraïque, c'est à peu près sur 1000 ans. Euh, bon, on va dire, hein, à la louche, mais évidemment, on étudie la Bible hébraïque à partir de textes, là en l'occurrence, qui datent de 1000 ans après Jésus-Christ. Donc il peut y avoir 2000 ans d'écart entre la date supposée de rédaction de ces versets et les textes qu'on a sous les yeux. Par ailleurs, la vocalisation massorétique, les massorètes ont travaillé essentiellement 9e, 10e siècle. On le voit, on a des manuscrits du 10e siècle. Celui-ci est du tout début du 11e. Et c'est le produit fini, on va dire, du travail des massorètes. Euh, euh, D'ailleurs, le codex d'Alep, qui est pratiquement un siècle plus ancien que le codex de Leningrad, est virtuellement identique. Le codex de Leningrad est probablement une copie, a probablement été copié à partir du codex d'Alep, parce que vraiment, c'est deux manuscrits qui sont pratiquement identiques, alors que les autres manuscrits ont quand même un certain nombre de différences. Donc, on peut supposer qu'au Xe siècle, voilà, on va dire, le texte massorétique est fini. Et au Xe siècle encore, il y a d'ailleurs encore des différentes écoles concurrentes de massorètes. Là, c'est la famille Bar Hacher, ou Ben Hacher en hébreu. Bar, c'est de l'araméen, Ben, c'est de l'hébreu, fils. Mais il y a une autre famille, Ben Neftali, qui a aussi une tradition de manuscrits. Et puis, il y a encore des manuscrits qui sont pas alignés. Un des codex qui est très célèbre, qui a été vendu il y a pas très longtemps pour plusieurs dizaines de millions de dollars, et qui est aujourd'hui donc exposé dans un musée de l'Université de Tel Aviv. Lui est un codex qui est encore ni de la famille Ben Hacher, ni de la famille Ben Neftali. Il a des différences. Et pourtant, c'est pareil, c'est un manuscrit qui date d'après le carbone 14, fin 10e, fin 9e, pardon, début 10e siècle de notre ère. Donc, dans tous les cas, on comprend que les massorètes sont encore actifs et que le texte massorétique est en cours de finalisation jusqu'au début du 10e siècle de notre ère. Donc ça, vous voyez, c'est la fenêtre temporelle. Alors que quand on travaille, alors qu'on sait que donc la Bible hébraïque a été écrite avant notre ère, euh, et, euh, et on a les manuscrits de la Mer Morte, hein, sont les plus anciens témoins du texte biblique en hébreu. Et évidemment, à cette époque-là, il n'y a pas le système de vocalisation et de cantillation massorétique. Donc, si vous lisez la Bible à partir de ces plus anciens manuscrits, vous n'avez pas cette cantillation massorétique. Donc, en fait, de lire la Bible hébraïque avec la vocalisation massorétique, on vient comme ça télescoper d'une certaine manière un texte consonantique qui est très ancien. On a des manuscrits de la Mer Morte qui ont à peu près le même texte consonantique qui date, enfin oui, que le texte massorétique, mais qui date du début du deuxième siècle. On va dire, voilà, on sait qu'à partir du début du deuxième siècle, on a l'impression que le texte consonantique est fixé, ne bouge plus. Euh, et on vient ajouter des voyelles, donc les massorètes, comme je vous dis, c'est 9e, 10e siècle de notre ère. Et si on remonte un peu plus loin dans le temps avec les manuscrits de la Mer Morte, on a des manuscrits beaucoup plus anciens que le deuxième siècle de notre ère, puisqu'on en a du troisième, voire quatrième, voire peut-être cinquième siècle avant notre ère. Cinquième, ça j'en sais rien, il faudrait faire du carbone 14. La paléographie, la forme des lettres m'a fait dire que un ou deux fragments, des petits fragments, pourraient remonter au quatrième ou cinquième siècle. Je vais vous montrer peut-être juste à l'écran à quoi ça ressemble, parce que en plus de ça, ça n'est pas non plus le. Alors attendez, hop, 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 comment je vais faire ça? Pardon, Euh, Michael, nous oui, n'avons plus d'écran. Nous vous n'avez n'avons plus plus d'écran. d'écran. Alors qu'est-ce qui se Oui, passe? non. Alors, Non, moi, Qu'est-ce j'ai que plus c'est? d'écran non plus. ça y est, c'est revenu? Oui, Apparemment, on m'avait coupé tout à fait, l'écran. oui. Voilà, je vais vous montrer euh, un de ces manuscrits euh, qui pourrait être parmi les plus anciens manuscrits de la Mer Morte. Alors d'abord, juste pour vous dire, quand on parle des manuscrits de la Mer Morte, si vous n'avez jamais eu l'occasion de les voir quand même, jetez un coup d'œil. euh, Vous allez voir, c'est quand même intéressant parce que si vous avez appris, donc quand vous avez appris l'hébreu massorétique, on vous a appris l'alphabet carré, ce qu'on appelle l'alphabet carré, qui ressemble à ça. Et là, vous avez un manuscrit.
d'une centaine d'années avant notre ère. Ça, c'est le grand rouleau d'Isaïe. Euh, on pourra d'ailleurs travailler dessus si ça vous intéresse. Moi, je suis ouvert à vos propositions. Donc là, vous voyez à quoi ça ressemble. Le grand rouleau d'Isaïe. Donc, bien sûr, la forme des lettres, là, c'est pas les caractères d'imprimerie que vous avez étudiés, mais quand même, on reconnaît assez bien, vous avez un lamed, vous avez un vav, vous avez un aleph, etc. Bon, voilà, donc on reconnaît quand même assez bien l'écriture que vous avez apprise, euh, voilà, avec des petites différences évidemment. Bon, enfin, ça s'apprend assez vite, hein, on pourra regarder ça si vous voulez, ça s'apprend assez vite. Donc ça, c'est l'écriture carrée qui est utilisée à partir, on va dire, du troisième siècle avant notre ère, mais qui est en fait une écriture araméenne. Donc c'est assez intéressant de voir que vers le troisième siècle avant notre ère, on a utilisé cet alphabet qui est de forme araméenne pour écrire des manuscrits en hébreu. Vous voyez, c'est un peu bizarre. C'est comme si moi, j'ai pas beaucoup d'exemples en français quand même. Euh, parce que là, nous, le français, on a toujours utilisé l'alphabet latin. Il faudrait des variantes de l'alphabet latin. Bon, bref. Enfin, en tout cas, voilà, on change de forme de lettres. Euh, c'est les 22 mêmes lettres, hein, c'est le 22 mêmes les 22 mêmes lettres du même alphabet, mais avec quand même des formes de lettres différentes. Moi, je sais pas, vous voyez, c'est comme, vous savez, comme avant, dans la littérature allemande, dans les livres allemands, on écrivait avec cet alphabet gothique. Hein. Je sais pas si vous avez vu des textes imprimés comme ça, avec une sorte d'écriture gothique, là. Alors que nous, on utilise plutôt, vous voyez, une écriture un peu comme Times, là. Bon, voilà. Donc, imaginez que j'écrive en français, mais avec un texte imprimé en écriture gothique. C'est bien les mêmes lettres du même alphabet, mais avec une forme différente. Et non, non, cette forme de lettre, elle est évocatrice d'un environnement culturel, linguistique, etc., etc. Et, voilà. Et là, bon, on se dit, tiens, pourquoi d'un seul coup on est une écriture gothique? Bon. Euh, donc, les scribes ont commencé à faire ça, mais on a des manuscrits plus anciens qui, eux, et c'était ce que je voulais vous montrer, donc, utilisent le vrai alphabet hébreu, que du coup on appelle paléo-hébreu, euh, que du coup on appelle paléo-hébreu, et dont la forme est quand même sensiblement différente de ce à quoi vous êtes habitué. Alors, il faudrait que je zoome là-dessus pour retrouver où est le fragment. Bah là, par exemple, là, en plein milieu, très bien. Il y a plein de fragments en paléo-hébreu, mais c'est pas forcément le fragment que je voulais vous montrer, mais au moins comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Là, vous avez un exemple d'un fragment paléo-hébreu. Vous voyez, avec là pour le coup une écriture qui ne doit pas vous rappeler grand-chose. Vous voyez. Euh, Est-ce que je peux zoomer davantage? J'essaie de voir si je peux zoomer davantage pour que ce soit plus gros pour vous. Voilà. Donc là, effectivement, là, on voit il y a un tav ici, un point, un aleph, un lamed. Bon, le lamed, vous pouvez le reconnaître parce qu'il a effectivement une haste, là, ce grand trait au-dessus. Mais sinon, les autres lettres, vous allez avoir du mal à les reconnaître. Et là, vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est? Je connais pas du tout cette écriture. C'est quoi cette langue? Or, vous êtes censé avoir appris l'hébreu biblique. Et bien, en fait, c'est ça, l'hébreu biblique. Et alors, là, c'est un peu le choc, vous voyez, quand on découvre ça pour la première fois, parce qu'on se dit, mais attendez, moi, on m'a dit que j'ai appris l'hébreu biblique. Ben, en fait, non. L'hébreu que vous avez appris, c'est l'hébreu massorétique, dans un alphabet carré, avec une vocalisation au Moyen-Âge, etc. Mais si vous voulez étudier l'hébreu écrit des auteurs de la Bible, de ceux qui ont écrit la Bible, c'est cet hébreu-là. Et là, on a certains de ces fragments qui, d'après la forme des lettres, pourraient remonter au quatrième ou cinquième siècle avant notre ère. Il faudrait faire du carbone 14 pour s'en assurer. Je vais demander à ce qu'on le fasse, mais il faudra avoir d'une part l'autorisation et puis après, il faut avoir les fonds. Voilà, euh, donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est d'essayer précisément d'étudier des textes de cette époque-là. Alors, quoi des rouleaux de la mer Morte, pourquoi pas, qui nous permettent de documenter cette période-là de l'histoire de la Bible hébraïque, mais aussi des textes plus anciens, comme je disais, ou en dehors de la Bible, qui nous permettent d'éclairer la langue hébraïque utilisée par les mêmes auteurs, par les auteurs de la Bible. Euh, et là, on a des textes qui peuvent remonter jusqu'au 8e siècle avant notre ère, à peu près. Voilà, on peut remonter jusqu'au 8e siècle. On n'a pas de texte hébreu. Enfin, disons, on a des textes plus anciens, mais dont il est parfois difficile d'identifier la langue. Par exemple, on a une inscription trouvée à Jérusalem qui date du Xe siècle avant notre ère. Euh, mais certains disent, ah oui, mais il y a eu un article publié il n'y a pas très longtemps qui dit, en fait, ça n'est pas de l'hébreu.
c'est du sud arabique. Bon. On a des textes encore plus anciens, et là, qui datent, même, on a trouvé une inscription sur jarre, encore plus ancienne, où là, il y a juste le nom, il y a un prénom qui s'appelle, c'est Yeruba'al. Alors, Yeruba'al, en l'occurrence, c'est un prénom biblique, c'est l'autre nom de... Vous savez, qui dans la Bible? Ça, c'est un peu compliqué, mais on verra s'il y a des gens qui s'y connaissent. Est-ce que parmi vous, quelqu'un sait qui s'appelle Yeruba'al dans la Bible? C'est Zorobabel, C'est pas Zorobabel, non? non? Non, non, c'est pas Zorobabel. Alors, personne? C'est Gédéon. C'est Gédéon. Vous voyez, dans Juge chapitre 6, verset 32, Vayikra lo, Vayom Hahu, donc, et il appela pour lui en ce jour-là, donc on l'appela ce jour-là, Yeruba'al, les morts, donc, c'est-à-dire, hein, pour dire, deux points, ouvrez les guillemets, et là, on dit, il y a, oula, attendez, je vais zoomer un peu, parce que j'ai écrit plus gros, parce que j'ai du mal à lire. Euh, voilà, Yaref Bo Habaal. Donc, le Baal a euh, le verbe rif, c'est quand on est en litige, c'est quand on est en, comment on dit ça, en procès. Vous voyez, il a été en procès avec lui, qui natats et misbecho, car qui natats, il a brisé, cassé, renversé, et misbecho, c'est misbeach, c'est l'autel, son autel. Voilà. Donc, c'est très intéressant de voir que Gédéon s'appelle Yeruba'al, et ensuite on en parle de nouveau avec lui. Vous voyez, Juge chapitre 7, verset 1, on nous dit aussi, voilà, Vayaskem Yeruba'al, hu Gidon. Donc, alors se leva de bon matin Jeruba'al, lui, c'est Gédéon, voilà, c'est-à-dire Gédéon. Donc on voit que c'est un autre nom. Or, on a donc trouvé, lors de fouilles archéologiques, une inscription sur Jar, dont le propriétaire, on met ça souvent dans les jarres, on met les noms des propriétaires d'un certain monsieur Yeruba'al, donc c'est un prénom qui existait à l'époque. Ce qui est très intéressant, c'est que d'un point de vue stratigraphique, c'est-à-dire la stratigraphie, c'est l'empilement des couches archéologiques, hein, sur un site archéologique, les différents sites, les différentes époques s'empilent les unes au-dessus des autres, hein. Il y a une ville et puis elle est détruite et on construit par-dessus, ça fait un peu comme un millefeuille ou comme les strates géologiques, vous savez, donc plus on creuse, on fait une carotte, et plus on creuse, et plus on remonte le temps, hein. On fait ça même dans la calotte glaciaire, tout ça. Vous voyez, je sais pas, au Groenland, peut-être, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment du Groenland. Voilà, et donc là, on fait pareil sur les sites archéologiques, plus on creuse, et plus on remonte le temps. Et donc, on peut comme ça, par les strates, dater les strates. Et ce débris de poterie était trouvé dans une strate qui correspond précisément à l'époque, disons, des Juges, hein. Là, on est dans le livre des Juges. Donc, le livre des Juges, on ne sait pas très bien, c'est assez élastique comme période dans le temps, mais on va dire que c'est l'époque entre 1200 et 1000 avant notre ère, quelque chose comme ça. Puisque le roi David, c'est l'an 1000 à la louche. Et là, on est avant, et souvent, Moïse et Josué, s'ils ont existé, on les situe vers le XIIIe siècle, quelque chose comme ça, avant notre ère. Vous voyez, donc tout ça, voilà, c'est une période assez floue qui échappe d'ailleurs à l'histoire, hein, puisque ces personnages-là ne sont pas attestés d'un point de vue historique. Donc, il n'y a pas de moyen de vérifier l'historicité ou non de ces récits. Mais c'est intéressant de les replacer dans le contexte de la narration. On nous dit que ça se passe à cette époque-là. Vous savez, même si je raconte un roman, vous savez, comme Balzac qui fait un roman historique, c'est un roman, mais il situe ses personnages dans le Paris de telle et telle époque, etc. Donc on peut replacer dans un contexte historique. Euh, donc là, on s'intéresse au contexte historique de la narration, sans savoir si le personnage de Gédéon lui-même a existé ou non, mais en tout cas, c'est intéressant de dire qu'on a retrouvé pour la première fois le prénom Yerubal. Donc, c'est un prénom il n'est pas inventé de toutes pièces. Il a existé, ce prénom, et il a été porté par quelqu'un. Alors, c'est pas la même personne. Je ne dis pas qu'on a retrouvé la jarre de Gédéon, mais on a retrouvé la jarre d'un personnage qui porte le même prénom. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Mais donc, là, moi je veux bien, hein, si vous voulez qu'on travaille des inscriptions hébraïques de cette époque-là, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à travailler puisqu'on a juste un prénom. Vous voyez, donc ça peut être intéressant juste pour s'intéresser à la forme des lettres, mais c'est à peu près tout, si vous voulez. Les textes, vraiment des textes hébreux, euh, on a aussi une liste de noms propres, pareil, qui daterait du XIe siècle avant notre ère.
donc de l'époque qui correspondrait dans la narration biblique au roi Saül à peu près, hein, juste avant David. Pareil, sans présumer de l'historicité ou non de ce personnage biblique. Mais en tout cas, voilà. Mais là, c'est pareil. Donc c'est aussi une inscription, donc un débris de poterie, un ostracon. Je vais y venir, je vais vous en parler. Qui a été interprété de différentes manières. Certains ont voulu y voir un texte juridique, d'autres ont voulu y voir un texte prophétique ou un texte poétique, et puis finalement certains disent, en fait non, c'est juste une liste de noms propres. Vous voyez. Donc c'est dire à quel point ces textes sont très difficiles à étudier, puisqu'on a bien du mal même à proposer un déchiffrement cohérent et complet. Donc je ne vais pas vous infliger ça pour commencer, parce que sinon ça va vous faire fuir. Je préfère m'attaquer à des textes qui sont relativement bien préservés et qu'on arrive à peu près bien à déchiffrer. Et comme je disais, ces textes-là, on ne les a que à partir du 8e, 7e siècle avant notre ère. Donc on va regarder ça, on va commencer même par ça d'ailleurs, et après on verra, une fois qu'on aura fait ce texte-là, vous me direz ce que vous avez envie de faire, soit pourquoi pas de faire d'autres textes de la même époque, soit essayer de remonter un petit peu en arrière, mais avec des textes qui ne sont pas, enfin qui sont vraiment très fragmentaires ou voire juste des noms propres, ou bien des textes un peu plus anciens, mais dans une langue proche. Par exemple, de l'autre côté de la mer Morte, il y a le royaume de Moab, et on a des inscriptions en langue moabite. La langue moabite est en fait très proche de l'hébreu. Il y a des toutes petites différences linguistiques, mais on va dire que c'est une sorte de dialecte. Vous savez, c'est comme entre la France et la Suisse ou la Belgique, où il y a des vocabulaires un peu différents. Vous voyez, moi, dans ma famille en Suisse, on dit une panos, et j'ai grandi avec le mot panos. Et quand j'étais à Paris, que je parlais de Panos, les gens me regardaient bizarrement. Et je leur ai montré ce que c'était. On m'a dit, on appelle ça une serpillière chez nous. Ah, j'étais, ah, pardon, désolé. Ou bien, j'ai vécu en Belgique un temps et les gens parlaient de chicon et je ne savais pas ce que c'était qu'un chicon jusqu'à ce que je comprenne que c'était en fait une endive. Vous voyez, donc ça arrive dans le sud-ouest de la France où je sévis maintenant. On parle de chocolatine et non pas de pain au chocolat, etc. Vous voyez, bon. Donc tout ça, ça fait qu'il y a des différences dialectales. Donc entre le moabite et le judaïque, on va dire, voilà, il y a des différences un petit peu dialectales, mais pas grand-chose. Donc si ça vous intéresse, on pourra aussi faire ça. Ou bien on pourra effectivement aller voir une autre époque un peu plus tard, voir par exemple des rouleaux de la mer Morte, pour voir à quoi ça ressemble à cette époque-là. Donc tout ça, c'est ce qu'on pourra faire ce semestre. L'idée étant, comme je disais, donc de vous permettre d'avoir une meilleure appréciation de la langue hébraïque à l'époque de la Bible, et donc de comprendre comment ont travaillé les auteurs de la Bible. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on parle du premier texte qu'on va étudier? Non? Personne? Bon, alors écoutez, formidable. Ou bien vous avez tout compris et et vous buvez mes paroles, ou bien vous êtes déjà en train de, je sais pas, d'être parti prendre votre petit déjeuner. Non? Bon, ok. Alors, euh, eh ben, on va attaquer le premier texte. Alors, le premier texte que je vous ai donné donc sur Moodle, mais je crois que certains, enfin, il y a eu des problèmes d'accès à Moodle et certaines parties de la page Moodle étaient visibles et l'autre non. Donc, j'espère que vous avez quand même pu au moins récupérer le premier texte au programme ce semestre. C'est donc un texte qui est en fait un ostracon. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un ostracon pour ceux qui ne le savent pas. Alors bien sûr, je fais les mêmes explications qu'au semestre dernier, mais comme je disais avant le début du cours, ou au début du cours, il y a des étudiants qui nous rejoignent ce semestre, qui n'ont pas été présents au semestre dernier parce ils font notamment ceux qui font le DU. Ils ont fait 3 semestres d'hébreu et ils attaquent et ensuite ils nous rejoignent. Donc eux n'ont pas encore eu l'occasion de travailler sur des ostracas. Donc, je vais expliquer ça pour ceux qui nous rejoignent. Un ostracon, donc c'est d'abord le terme, ostracon pluriel ostraka, hein, c'est un terme grec, est utilisé, c'est un terme technique qu'on utilise pour désigner un débris de poterie inscrit. Le mot lui-même en grec ne désigne pas nécessairement un débris inscrit, mais c'est comme ça que on a utilisé ce terme en langue moderne. Donc, vous avez une jarre, vous avez ou bien une assiette ou une cruche ou ce que vous voulez, n'importe quel objet. Et cet objet va se briser parce que voilà, ça finit par arriver, et donc on le met à la poubelle.
dans l'Antiquité, il n'y a pas de ramassage de poubelles. Donc en fait, on essaie de tout recycler. Et donc on se dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce débris de poterie? Eh bien, on l'utilise comme support d'écriture, support bon marché, parce que gratuit. Les bons marchés, de toute façon, ça part à la poubelle. Donc, vous voyez, c'est comme si vous recevez du courrier et au lieu de jeter l'enveloppe à la poubelle, vous utilisez l'enveloppe pour faire votre liste de courses, par exemple, ou prendre des petites notes comme ça. L'enveloppe, de toute façon, elle est là, elle part à la poubelle. Et donc, ça va donc être l'occasion de pouvoir la réutiliser. Euh, et donc, c'est ce qu'on fait dans l'Antiquité avec ces débris de poterie. Sinon, il y a des supports d'écriture bien sûr nobles, évidemment, le papyrus, à cette époque-là, on utilise le papyrus, mais le papyrus, bah, c'est cher à produire parce que, bien sûr, vous avez alors, faut faire pousser, c'est donc les roseaux, là, ensuite il faut prendre les tiges, il faut découper en fines lamelles, il faut faire un temps de quadrillage avec une couche verticale, une couche horizontale, on faut coller tout ça, etc. Bon, on fait des feuilles comme ça de papyrus. Donc bon voilà, ça prend du temps, c'est de la main-d'œuvre. Si on ne produit pas localement du papyrus, il faut l'importer. Donc il y a du transport de marchandises, donc ça coûte aussi. Je ne dis pas qu'il y avait des droits de douane à l'époque comme aujourd'hui, puisque c'est très à la mode de parler de droits de douane. Mais cela dit, il y en avait aussi, hein, parce qu'évidemment, vous pensez bien que quand les marchands arrivent, évidemment, on collecte c'est comme il y a des villes qui s'enrichissent comme ça. Les villes portuaires, etc. Vous voyez, moi, c'est le royaume d'Ougarit, par exemple, qui était très réputé pour ça, très riche, parce qu'ils étaient parfaitement au carrefour de routes commerciales. Et donc, c'est des gens qui n'avaient pas besoin de faire grand-chose, si ce n'est de rester sur place et de dire, voilà, tous les gens qui passent par ici, vous voulez passer, merci, il faut payer. Hein, un peu comme un péage, si vous voulez. Donc ça, c'est des formes de droits de douane, c'est-à-dire que les gens, pour pouvoir transporter des marchandises et passer avec leurs marchandises, ils doivent verser une partie de leurs marchandises. Donc ça existait aussi dans l'Antiquité. Donc tout ça fait que dans la vie de tous les jours, on va pas s'embêter à avoir du papyrus qui coûte très cher, encore moins du parchemin. À l'époque là des ostracas qu'on va regarder, que je vous montre à l'écran, le parchemin n'existe pas encore. On commence tout juste, mais je suis pas sûr, à voir apparaître, parce que là on est au 7e siècle. À partir du 6e, je pense qu'à partir du 6e, 5e, on commence à avoir des parchemins. 7e, je suis pas sûr. Alors le parchemin, c'est un support qui coûte cher également puisque c'est de la peau animale. Et donc voilà, faut tuer l'animal, faut le dépecer, il faut enlever des poils, il y a des bains, faut tremper dans des bains, voilà, faut lisser ensuite faut faire sécher la peau. Et il y a différents traitements selon qu'on veut que la peau soit souple ou rigide. Hein. Si elle est souple, on peut faire du cuir, par exemple. Donc là, on veut qu'elle soit souple. Mais aussi, on peut rigidifier. Et là, ça fait un support d'écriture qu'on appelle le parchemin. Techniquement, le mot parchemin, ça arrive plus tard parce que c'est pergame. Mais on parle quand même de façon abusive de parchemin, même avant Pergame, c'est-à-dire la peau animale traitée pour être un support d'écriture. Enfin, tout ça pour dire que dans la vie quotidienne, franchement, vous avez un bout de poterie qui traîne, vous vous baissez, vous le ramassez, vous écrivez dessus et basta. Alors pour écrire dessus, bah, c'est facile, il faut de l'encre. Et l'encre est la plupart du temps donc de l'encre noire. Voilà, je vais vous montrer à l'écran, voilà, n'importe quelle inscription au hasard. Euh, Évidemment, là, c'est pas en très bon état parce que l'encre est un peu effacée, mais vous faites de l'encre. Alors, la plupart du temps, c'est de l'encre noire, parce que c'est facile à faire. Vous prenez de la suie, hein, donc c'est pareil, à l'époque, vous imaginez bien, on fait du feu pour se chauffer, pour cuire, voilà. Et donc le feu, bah, c'est du bois, et donc le bois, ça devient de la braise, du charbon, donc ça fait de la suie. Hein, si vous avez une cheminée chez vous, ou même un poêle, vous savez, vous avez l'accumulation de la suie sur la vitre, là, vous voyez bien à quoi ça ressemble. Bon, ben voilà. Donc vous récupérez cette suie, et puis vous en faites avec de l'eau, etc. Vous faites votre petite recette de cuisine, et ça vous fait un petit pot avec de l'encre noire. Et ensuite, il suffit pour écrire de prendre, à l'époque, alors soit une brosse. Oui, la plupart des inscriptions là que je vais vous montrer, c'est fait avec une petite brosse. Prenez des poils, c'est un peu comme les pinceaux hein, qu'on utilise aujourd'hui. Si vous faites de la peinture, vous avez des pinceaux, alors évidemment, aujourd'hui, on a tout un tas de pinceaux, plus ou moins fins, plus ou moins épais. À l'époque, on n'avait pas. Bon, si, on avait des pinceaux, voilà, un peu de la même manière, avec des poils, et donc on écrit comme ça. L'autre solution, c'est d'écrire au calame, c'est-à-dire un morceau de bois qui est biseauté au bout. Mais
les inscriptions, les ostracas donc, que je vous montre là ont, je réfléchis, mais de mémoire comme ça, tous ceux que j'ai vus passer, je pense, ont été faits au pinceau, à la brosse, quoi, comme on dit. Donc vous trempez votre pinceau, votre brosse dans votre encrier, et puis ensuite vous écrivez dessus. Et ça vous donne le texte comme celui que vous avez à l'écran. Euh, voilà. Donc là, alors ce que je vous montre là, c'est des ostracas qui datent donc du 7e siècle, fin 7e siècle, hein, pour la plupart. Comment on fait pour les dater? Alors il y a plusieurs méthodes de datation. Il y a trois méthodes, on va dire, pour les dater. Euh, la première méthode, c'est pour dater en archéologie de manière générale, c'est le carbone 14. C'est celle qu'on privilégie parce que c'est très pratique. On mesure la quantité de cet isotope de l'atome de carbone dont la quantité est en principe connue dans l'atmosphère. Elle varie, mais on essaie d'avoir une charte, comment dire, un graphique qui nous permet de voir période après période quelle est l'évolution de la quantité de cet isotope dans l'atmosphère. Et cet isotope, à la mort de l'être vivant, il va se dégrader à un rythme qui est censé être connu. Donc, vous voyez, donc c'est comme si vous dites, j'ai une bouteille d'eau, je sais combien il y avait d'eau au départ, je perce ma bouteille d'eau, elle se vide à un rythme constant, et je viens chercher ma bouteille d'eau, et au moment où je trouve ma bouteille d'eau, elle est vidée des deux tiers, par exemple. Vous voyez, donc imaginez, ça pourrait être comme ça un peu l'exercice de mathématiques. Soit une bouteille d'eau, vous arrivez, elle est vide au tiers, elle se vide à tel rythme, elle était pleine au départ, à quel moment on l'a percée. Bon, voilà, c'est ça l'équation à résoudre, c'est assez facile. Alors en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, comme je disais, on n'était pas tout à fait sûr de combien il y avait d'eau au départ dans la bouteille. Voilà, donc c'est ça le principal problème. Et on a peur aussi parfois de contamination, c'est-à-dire que parfois quand on fait un prélèvement, on se dit est-ce que ce que je prélève c'est bien l'objet qui m'intéresse, ou bien est-ce que cet objet a lui-même été manipulé et recouvert par après? Et donc, par exemple, ce que je vais mesurer, c'est ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par exemple, manipulent. À l'époque, on mettait pas de gants, etc. Donc, ils mettent leurs doigts dessus. Après, on va prélever, on va faire un prélèvement en pensant dater l'objet en question, mais en fait, on prélève les cellules épithéliales ou la graisse ou je ne sais quoi qui a été déposée par-dessus. Voyez, donc, dans le cas des rouleaux de la mer Morte, par exemple, on mettait de l'huile de castor dans les années 50-60, quand on a découvert donc ces manuscrits, pour pouvoir les assouplir, pour pouvoir, voilà, on a même versé de l'alcool, enfin bref, on a versé plein de choses dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut faire une datation carbone 14 de ces fragments, on se dit, oh là là, ils ont été contaminés par effectivement tout un tas de choses du XXe siècle. Voilà. Mais donc, si l'objet n'est pas contaminé, s'il est organique, etc., on peut le dater. Là, le problème, c'est que l'objet, il n'est pas organique. C'est minéral. C'est donc un ostracone, c'est un débris de poterie. La poterie, c'est de la terre, hein, c'est de l'argile. Donc, l'argile, c'est à base de terre, c'est minéral, c'est pas, le carbone, c'est ce qui est vivant, c'est végétal ou animal. Bon. Donc là, on n'a pas de chance. Alors, évidemment, l'encre elle-même, c'est de la suie, donc c'est du charbon, donc c'est du bois, donc c'est du végétal. Donc, on peut faire du carbone 14, en théorie. Mais ça veut dire qu'il faut racler à la surface l'encre, il en reste pas beaucoup, et il y aurait encore tous ces problèmes de contamination. Donc concrètement, pour l'instant, on ne sait pas bien faire du carbone 14 sur des ostracas. Ça se fait pas beaucoup et on n'est pas sûr de savoir le faire. Peut-être dans quelques années, on va améliorer la technique et on pourra le faire. Mais en tout cas, carbone 14, c'est fichu. La deuxième méthode, c'est la stratigraphie. Comme je disais, vous êtes sur un site archéologique et donc vous pouvez identifier dans une strate, elles sont empilées les unes et donc vous dire, ah, j'ai trouvé un truc qui est dans cette strate, donc j'ai une case, donc j'ai une période de l'histoire, c'est tel siècle. Ça marche quand on fait des fouilles archéologiques, que le site d'abord, le millefeuille n'a pas été bouleversé. Alors il y a plein de sites archéologiques où en fait, même les époques ultérieures, au lieu de laisser la couche antérieure et de construire par-dessus, on est allé creuser pour récupérer des matériaux. Donc typiquement, aller à Rome ou à Jérusalem, je ne sais pas si vous avez l'occasion de visiter les sites archéologiques là-bas, mais à Rome, vous allez trouver des églises, je sais pas, du Moyen Âge avec des blocs de pierre qui datent de l'Antiquité, parce que bien sûr, on s'est dit, tiens, pourquoi pas ne pas récupérer ça? Donc en fait, c'est souvent le millefeuille n'est pas du tout bien préservé, parce que les villes sont en perpétuelle reconstruction, et donc on vient chercher des choses antérieures et construire par-dessus, et en réutilisant des matériaux plus anciens. Donc Jérusalem, c'est pareil. Voilà, donc il y a des cas où c'est très difficile de faire de la stratigraphie.
Donc même quand on fait des bonnes fouilles archéologiques, on n'a pas toujours la chance d'avoir une bonne stratigraphie. Et là, en plus, dans le cas de ces ostrakas que je vous montre, c'est un cas encore pire puisque on n'a pas de stratigraphie du tout, puisque le site a été pillé. Et c'est une vraie plaie pour l'archéologie, et en particulier l'archéologie orientale, puisque les sites, depuis le 19e siècle, hein, depuis la naissance pratiquement de l'archéologie, les voyageurs occidentaux qui arrivent et qui parlent à des locaux, des personnalités, notamment souvent quand on est dans le désert, des tribus bédouines, hein, qui évidemment connaissaient par cœur le désert, les gens c'était chez eux. On leur dit, bah, faites-nous voir si vous avez des vestiges, des ruines, des choses comme ça, et on les emmène à d'autres chameaux. Et on leur montre des choses et on voit que et donc les gens sur place comprennent bien que les Occidentaux sont très intéressés par ça, que c'est des trésors d'une certaine manière, et donc ils vont évidemment les piller. Donc depuis le 19e siècle, tous les pays d'Orient sont pillés par des Bédouins notamment, enfin des Bédouins ou autres, on va dire, les populations locales qui en tirent profit, qui le vendent ensuite sur le marché des antiquités. Alors bien sûr, on a essayé de cadrer tout ça et on dit ah non, on n'a pas le droit, c'est pas bien, faut pas le faire. Mais bon, les gens le font quand même. Et même si on essaye, disons d'un point de vue politique, on a même fait voter une charte à l'UNESCO en 1970, tout ça. Bon, mais tout ça c'est la théorie. En pratique, pour faire exécuter ces lois et traquer, bon, il faut de la police, il faut, voilà, bon. Donc je sais, par exemple, l'État d'Israël, ils ont une unité spéciale qui essaye de traquer les pillards et le marché noir. Bon, voilà, mais c'est évidemment très difficile à faire, d'autant qu'il y a souvent des pays en guerre. Alors c'est vrai, en Irak, en Syrie, voilà, pensez, voilà, c'est des pays qui sont tourmentés par des guerres, en Israël aussi, les territoires palestiniens également. Voilà. Et là, en l'occurrence, ces ostrakas, ils viennent justement de la région qu'on appelle géographiquement la Cisjordanie, c'est-à-dire de ce côté-ci du Jourdain, et même plus précisément actuellement, les territoires palestiniens, qui sont des territoires contestés, comme vous le savez. Je ne vais pas vous faire un résumé de l'histoire du conflit israélo-palestinien, puisque ça dure quand même depuis 3000 ans. Mais on est dans une situation politique difficile, avec des territoires contestés. Et donc, malheureusement, les sites sont régulièrement pillés. C'était le cas de Qumran, par exemple, là, on a retrouvé les rouleaux de la mer Morte. C'est aussi le cas du site où ont été trouvés ces ostrakas. Donc, que ce soit pour les rouleaux de la mer Morte ou pour ces ostrakas, malheureusement, on n'a pas de stratigraphie non plus, puisqu'ils sont arrivés sur le marché des antiquités. Euh, et donc la dernière façon de dater, troisième et dernière façon de dater ces inscriptions, eh bien, c'est par la. Ah oui, alors il y a une autre façon quand même, c'est-à-dire en regardant les objets eux-mêmes. On va dire la troisième et dernière façon, c'est de regarder les objets eux-mêmes et notamment de s'intéresser à la forme. Alors il y a deux formes qu'on peut regarder, il y a la forme de la céramique et la forme de l'écriture. La forme de la céramique, l'idée est de dire, ah oui, quand on fait de la poterie, les techniques de fabrication de poterie évoluent avec le temps. Donc on ne fait pas une jarre de la même manière quand on est au Xe siècle avant notre ère et quand on est au VIe siècle avant notre ère. Vous voyez, par exemple, on dit voilà, les techniques ont évolué, il y a des modes, il y a des façons, donc on peut dire, en fonction des régions et des époques, les techniques de fabrication sont pas tout à fait les mêmes. Mais ce qu'on appelle la céramologie. Le problème, c'est que nous, d'abord, les débris de poterie qu'on a ici, les jarres sont souvent pas complètes, hein, on a juste un morceau, donc c'est difficile de reconstituer la jarre, donc de pouvoir la dater précisément, parce qu'on n'a pas la jarre entière, ni même de bonne façon. Et parfois, on a juste un petit tesson, on peut regarder l'épaisseur, la tranche, le mode de cuisson, vous voyez. Donc ça peut nous indiquer une période, mais ça reste malgré tout très très flou. Donc là, on va dire, ah oui, c'est du fer 1 ou du fer 2. Bon, là, en l'occurrence, c'est du fer 2. Et de fer 2, ça nous donne une période, on va dire, entre 1000 et 600 avant notre ère. Vous voyez, c'est toute l'époque monarchique, on va dire, du point de vue de la narration biblique. Hein. Pensez le livre de Samuel, le livre des rois, vous voyez, voilà, cette période-là. Entre David et l'exil à Babylone, voilà, pour faire simple. Donc vous imaginez bien que bon, ça nous aide pas beaucoup pour dater plus précisément. Et donc la forme qui va être intéressante, de la même manière qu'on peut observer la forme de la jarre, on peut regarder la forme des lettres. Et ça, on appelle ça la paléographie. Et donc en sachant que voilà, les gens écrivent d'une manière différente. D'abord, chaque personne écrit de manière différente. Moi, je sais très bien si je trouve un petit post-it, si je suis chez mes parents, que je fais la grasse matinée et que mes parents sont partis à l'église le dimanche matin parce que eux, c'est des bons protestants qui vont à l'église tous les dimanches matins et moi, je fais la grasse matinée et que ma mère me laisse un petit post-it en disant tiens, il y a des croissants, etc. Je vais reconnaître l'écriture de ma mère
par rapport à l'écriture de mon père sur le post-it. Hein, ma mère et mon père n'écrivent pas de la même manière. Bon, eh ben, de la même manière, dans l'Antiquité, on fait pareil. On dit, tiens, lui, je reconnais son écriture, c'est pas la même personne. Donc non seulement chaque personne écrit de façon différente, mais ils apprennent à écrire dans des écoles où on leur dit on écrit de telle et telle manière, et l'écriture va évoluer au fil des siècles. Et donc on peut dire, quand on regarde une écriture, en disant, ah, regardez comment il a fait son aleph, regardez comment il a fait son bet, bref, on va les différentes lettres de l'alphabet, et de dire, je reconnais que cette écriture date plutôt de tel siècle ou plutôt de tel siècle. Il y a des périodes où l'écriture n'évolue pas beaucoup. Donc, des fois, on peut pas dire à 2 siècles près, 3 siècles près. C'est difficile. Des fois, il y a une période, typiquement, justement, l'époque perse, donc entre le 6e et le 4e siècle, typiquement, il y a très peu d'évolution de l'écriture des lettres. On a très peu de textes, d'ailleurs, à se mettre sous la dent pour essayer d'évoluer, d'étudier l'évolution de cette écriture. En revanche, il y a d'autres périodes où ça va évoluer très vite. Typiquement, 9e, 8e siècle avant notre ère, il va y avoir une évolution assez rapide. Voilà, donc il y a des périodes où ça évolue. Bon, là, d'après la forme des lettres, on est plutôt au 7e siècle, fin 7e siècle, voire début 6e. Et d'ailleurs, on a même une ou deux inscriptions dont on a l'année de règne du roi. On dit en l'an tant, et on a une, je crois, on nous dit c'est l'an 23 ou 26 du roi. Et donc, nous, on peut. Alors, on ne dit pas de quel roi il s'agit, parce qu'au moment où on a fait cette lettre, vous voyez, c'est comme quand vous avez une lettre en disant l'an courant. Hein, des fois, on dit le 23 septembre dernier, ouais, ou le 23 septembre de l'an courant. Ouais, on n'a pas besoin de préciser l'année parce qu'on sait très bien, la personne qui reçoit notre courrier, il sait très bien quelle année on est. Vous voyez, ou bon, voilà. Et donc là, c'est pareil. Souvent, on va dire l'an 23, mais de quel règne? Bah, comme à l'époque où on écrit, on sait très bien qui est le roi, donc il n'y a pas besoin de le préciser. Nous, cela dit, on a une chronologie biblique, hein, d'après le livre des rois, on a les années de règne de chaque roi, et figurez-vous qu'il n'y a pas 36 000 rois qui ont eu des règnes assez longs et qui ont régné à la fin du 7e siècle, et en l'occurrence c'est le roi Josias. Josias, il est connu dans la Bible puisqu'il fait cette réforme religieuse. Vous savez, on raconte que quand on fait des réflexions dans le temple, on découvre un rouleau de la Torah, alors que bon, là, on déchire son vêtement et on fait une grande réforme religieuse. Bon. J'ai parlé de cet épisode dans mon cours sur la Torah de Moïse. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez, là encore, aller visionner ce cours. Donc, ces ostraca, donc, pourraient dater, donc, ils viennent probablement du même endroit. D'ailleurs, on retrouve un peu les mêmes noms. Il y a des gens qui s'écrivent. Ils viennent probablement du même site archéologique ou dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres. Et donc, je peux même vous montrer, puisque j'ai préparé un petit graphique. euh, euh, alors, attendez, je vais vous le montrer à l'écran. S'il veut bien se charger, voilà, hop. Alors, je vais réduire un peu la fenêtre pour que ça puisse s'afficher bien comme il faut. Voilà. Donc, concrètement, cette collection d'Ostraka, là, vous voyez sur la carte, vous avez Jérusalem, vous voyez ici au nord-est. Vous avez Gaza ici à l'ouest, vous voyez. Ashdod au nord sur la côte. Donc vous vous situez. Et puis tout à droite, là, ce que vous voyez, c'est la mer Morte, n'est-ce pas? Et donc on est en plein milieu. Donc dans une région qui comporte Hébron. Donc là, on est vraiment dans la chaîne de montagne. Vous voyez là les couleurs qui montent, c'est la chaîne de montagne. Et puis ensuite, tranquillement vers la côte. Hein, la côte est en vert, les montagnes sont en rouge, et au milieu en jaune. Bon, c'est à peu près ce qu'on appelle la Shfela. Donc c'est des régions voilà, entre la frontière entre les montagnes et la plaine. Et donc, il y a des sites que vous connaissez peut-être, comme Lachish, par exemple, voilà, qui est connu, Gath, qui fait partie qui est une ville philistine. Euh, voilà. Et donc, en plein milieu, on a Makeda, là, qui est donc la région, la ville où on pense que viennent ces ostracas. Makeda, qui est mentionné dans la Bible, hein, puisque c'est dans Josué au chapitre 10, ça fait partie des conquêtes des territoires, le livre de Josué, après avoir conquis Jéricho et Haï. Ensuite, on a une coalition de 5 rois amorites, et c'est la fameuse bataille de Gabaon. Et à la suite de ça, on pourchasse les rois et on prend toutes les villes. Et donc, parmi ces rois-là, il y a le roi de Makeda. Donc vous avez la ville de Makeda qui est ici, et puis ensuite là les autres noms que j'ai mentionnés, c'est les noms qui apparaissent
Donc ils sont mentionnés dans ces ostracas. On écrit à des gens qui sont là, on parle de transport de marchandises, on parle de la vie de tous les jours. Et donc vous avez des noms de villes qui apparaissent. Et effectivement, Makeda est le nom de la ville qui apparaît le plus souvent, ce qui paraît logique si justement on est sur place. Mais on mentionne Lachish, Marécha qui est aussi une ville mentionnée dans la Bible, et d'autres villes comme ça qui sont Libna, etc., qui sont mentionnées dans la Bible. Donc ces ostracas viennent de cette région-là. Voilà, ça c'est ce que je peux dire. De cette région-là, vraisemblablement de l'époque du roi Josias, certains avant et après aussi, en tout cas on va dire à la louche, hein, à peu près l'époque du roi Josias. Ensuite, il faut commencer à regarder ces ostracas. J'en avais pris un, donc ceux qui étaient avec moi le semestre dernier en ont déjà fait un. Et là, j'ai pensé vous faire le numéro 22. Ah ben c'est pas celui que j'ai affiché à l'écran, non, c'est pas celui-là. Alors attendez que je le retrouve. Lui, c'est lequel? C'est écrit trop petit, j'arrive pas à voir. Euh, J'arrive pas à voir, il ne m'affiche pas les noms. Alors ça, c'est un peu compliqué. Ah non, c'est le 24. Alors attendez, je vais le retrouver. Village 22, ça y est, il est là. Voilà, donc celui qui m'intéresse, je vais vérifier. Est-ce que c'est bien le texte que je vous ai distribué? Je vérifie tout de suite. Mais oui, c'est ça. Bon, très bien. Donc ça, c'est le texte, le petit texte que je vous ai fourni. Alors, il est, pour vous dire, hein, ça tient dans la main. Pour vous donner une idée de la dimension du texte, ce texte tient dans la main. Donc vous avez comme, donc c'est vraiment petit, hein, c'est la taille de la paume de la main, de l'ordre de quelques centimètres. Euh, je ne sais pas si je peux vous montrer une échelle. Voyons voir. Euh, parce que quand j'ai fait les photos, j'ai mis une règle. Mais je ne sais pas si j'ai moyen de. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais tout en bas, là, vous voyez la règle avec les millimètres. Vous voyez que, voyez, donc ça vous donne une idée à peu près de la taille de l'objet, hein, vraiment. Je peux vous donner les dimensions exactes hein, si ça vous intéresse. Il fait 76 mm par 62 millimètres. Donc, grosso modo, 6 centimètres de large et 7 centimètres de haut. Vous voyez, donc ce que je vous dis, ça tient typiquement, c'est la taille de la plupart de ces ostracas. Ils tiennent dans la paume de la main. Quelques centimètres en largeur et en hauteur. Alors de formes différentes. Il y en a certains qui sont plus gros, mais s'ils sont plus gros, dès lors, on va avoir du mal à le tenir. Enfin voilà, parce qu'il faut le tenir, faut écrire dessus. Donc voilà, si vous avez un grand machin comme ça, c'est difficile à tenir. Vous savez, c'est les mêmes problématiques que les téléphones aujourd'hui. Euh, on veut des téléphones le plus grands possible, donc on vous fait des téléphones de plus en plus grands. Mais à un moment donné, si vous avez une tablette et que vous le tenez pour téléphoner, on se dit là, ça devient compliqué. Donc c'est la même problématique à l'époque. Si vous prenez des morceaux de poterie énormes comme ça, comment vous faites pour les manipuler? Donc c'est plus simple d'avoir quelque chose de petit et d'écrire dans la main. Ça n'est pas anodin, ce que je vous dis, et le parallèle avec le téléphone n'est pas anodin non plus, parce que ça nous informe aussi sur des questions littéraires. On n'écrit pas un texte littéraire de la même manière sur son téléphone et sur une page A4. Euh, et c'est important de tenir compte de ces questions-là, parce que précisément, ça a influencé la façon d'écrire les textes dans l'Antiquité. Euh, Tout à l'heure, je parlais des différents supports d'écriture. Les Égyptiens, eux, ont très tôt développé le papyrus. Et donc, comme on fait de la fibre de papyrus, hein, on croise, ça fait des feuilles, et les feuilles, on peut les mettre bout à bout, et ça vous fait comme les rouleaux de papier, là, vous avez ça à l'infini, hein, si vous pouvez avoir des... Et d'ailleurs, on a... le plus long papyrus connu fait 40 mètres de long. Il date de l'époque ramesside, si je me souviens bien. Et donc, voilà, donc c'est-à-dire c'est de 13e siècle avant notre ère, quelque chose comme ça à la louche. Euh, euh, 40 mètres de long. Alors 40 mètres, c'est sûr, vous avez un rouleau de 40 mètres, vous pouvez raconter votre vie. Il n'y a aucun problème. Donc on peut faire des textes littéraires très très longs. Mais en Mésopotamie, hein, ce qui correspond à l'Irak actuel, on n'utilisait pas le papyrus, on avait l'habitude d'utiliser des supports minéraux. Alors pas forcément des ostracas, des débris de poterie, mais quand même la même matière, c'est-à-dire l'argile, la terre, mais simplement on façonnait d'emblée une petite tablette qui a à peu près cette forme-là, la forme de ce que vous voyez à l'écran, mais qui était façonnée exprès
et qu'on laissait sécher, ou même qu'on faisait cuire, pour durcir, et sur lequel on écrivait. Alors on écrivait avant que ça durcisse, donc c'était un autre système d'écriture, c'était pas à l'encre, on a une sorte de poinçon, voilà, vous poinçonnez des choses, et ça fait une écriture qu'on appelle cunéiforme, des petits clous horizontaux, verticaux, etc. De loin, ça fait penser un peu à du chinois, vous savez, comme les chinois, vous avez des petits traits horizontaux, verticaux, obliques, et vous faites des petits ensembles de, voilà. Donc ça fait ce type d'écriture-là, qui permet d'un ensemble de clous fait un mot ou une syllabe, voilà, bon. Donc c'est très pratique, c'est compact, ça tient dans la main, ça coûte pas cher puisque c'est de la terre, hein, donc il suffit de se baisser, vous prenez de la terre, vous faites de l'argile, et un peu comme de la pâte à modeler, et ensuite vous pouvez écrire dessus. Mais simplement, évidemment, le support est pas le même. Donc ça veut dire que même les textes littéraires mésopotamiens sont de toute façon des textes plus courts, et des textes qui sont faits en plus pour tenir, ou on dire chaque tablette est un chapitre d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Dans le même état d'esprit, en Chine, on a développé, moi j'étais invité à Pékin, à l'université là-bas, où on discutait justement sur les supports d'écriture et le lien entre comment dire, le type de littérature et les supports d'écriture. En Chine, ils avaient l'habitude d'utiliser des tiges de, je sais plus, de bambou, je ne sais quoi, et d'écrire dessus. Alors évidemment, c'est très court, hein, vous avez une ligne. Et donc, on fait des proverbes, des apophthegmes, des choses comme ça. Et ces différents morceaux de bois pouvaient être reliés avec des petites ficelles sur les côtés, vous pouvez les dérouler. Vous savez, c'est comme les stores, vous savez, les stores avec ces petites, je sais pas qu'on appelle ça, bref, enfin voilà. Donc, et donc ça vous fait des ensembles de ces petits bouts de bois, mais qu'on peut inverser d'ailleurs, parce que si la ficelle se casse et que bon, et donc l'idée étant que chaque bout de bois est en fait une unité littéraire. Et ça vous fait un truc un peu comme dans les proverbes, vous savez, le livre des proverbes, vous avez parfois de façon très décousue, on vous dit un truc, et puis après la phrase d'après, on vous dit ceci, et puis une autre phrase, on vous dit encore autre chose, et on a l'impression qu'on passe du coq à l'âne. Alors des fois il y a des regroupements thématiques, mais en Chine, on avait développé cette idée qu'il faut avoir donc un texte très court qui puisse tenir sur une ligne et qui soit une unité littéraire en tant que telle. Et qu'on peut rassembler si on veut avec d'autres, bien sûr, mais qui peut aussi fonctionner de façon individuelle. Donc ça vous montre comment le support d'écriture influence la façon dont on écrit et influence le genre littéraire. Et donc en Mésopotamie, même quand vous prenez l'épopée de Gilgamesh, qui est la plus célèbre épopée, hein, bien sûr, puisqu'on vous parle d'un roi qui veut, voilà, qui est en quête d'immortalité, qui va fâcher les dieux, il va y avoir plein de trucs, il va y avoir le déluge, enfin voilà, bon, voilà. Bon. Donc évidemment, l'immortalité, ça nous fait penser à Adam et Ève, le déluge, ça nous fait penser à Noé, donc c'est évidemment une épopée très, très connue. Eh bien, on va vous parler des tablettes, la première tablette, deuxième, troisième, 12e tablette. Voilà, il y a des épisodes, tout ça, il y a des épisodes dans l'épopée, et chaque épisode, chaque chapitre, eh bien, doit tenir sur une tablette. Alors, elle est un peu grande, je suis d'accord qu'elle est un peu mastoc, mais il y a quand même l'idée qu'à un moment donné, on s'étend pas à l'infini. Et donc là, de la même manière, vous écrivez sur un ostracon, vous écrivez une lettre à quelqu'un, vous n'allez pas perdre du temps à dire des choses qui sont inutiles. Vous allez mettre des éléments qui font partie, voilà, en disant il y a des codes, évidemment, quand on écrit une lettre, comme en français, cher monsieur, blablabla, et puis à la fin, je vous prie d'agréer, blablabla, voilà. Bon, donc c'est codifié, mais on va ensuite dire ce qu'on a prévu d'écrire et on va pas comme ça faire parler dans des grands textes. Et donc ça doit nous interpeller aussi sur la façon dont les auteurs de la Bible ont travaillé, sur quel support d'écriture. Est-ce qu'à un moment donné, certains textes ont pu être écrits justement comme des petites unités littéraires sur des petits morceaux ou des fragments. J'en parlais le semestre dernier sur le cours sur la Torah de Moïse en parlant de la théorie des fragments déjà au 19e siècle, avec des petites unités littéraires qui ont pu être imbriquées. On peut y penser évidemment pour d'autres textes bibliques, les psaumes. On peut tout à fait imaginer effectivement que tout un tas de petits psaumes pouvaient tenir comme ça sur des supports autonomes avant d'être regroupés dans un ensemble. Où là, pour le coup, évidemment, il faut un papyrus ou un parchemin pour regrouper l'ensemble. Mais tout ça, ça doit nous informer. Donc, on a donc quelqu'un qui tient dans la main un petit support d'écriture. Il va pouvoir écrire des deux côtés, éventuellement. Mais en tout cas, voilà, même en écrivant des deux côtés, on ne peut pas écrire à l'infini. Et ça montre aussi le problème d'adéquation aujourd'hui, où tout le monde lit sur son téléphone, et on voit les problématiques actuelles, où évidemment on ne lit pas sur un téléphone comme on lit avant, comme on lit sur des grands textes ou dans des livres. Donc ça fait que les gens changent leur façon même d'écrire, et donc la langue française évolue en conséquence. Voilà, on pourrait faire des parallèles. Mais bon, c'est pas le but aujourd'hui, mais je vous le dis comme ça, je soumets ça à votre réflexion. Alors ensuite, pour regarder le texte, pour lire le texte, ce qu'on a là, donc, c'est donc on a l'écriture de l'époque, quelqu'un qui écrit assez bien, mais comment dire, de façon quand même assez rapprochée,
Et surtout avec cet alphabet que vous ne connaissez pas tous. Ceux qui ont déjà étudié euh, peuvent le reconnaître. Les autres, pour vous, c'est totalement nouveau. C'est pour ça que je vous ai distribué le texte en caractère d'imprimerie avec l'alphabet carré que vous connaissez bien. Comme ça, vous n'avez pas de problème de déchiffrement du texte. Euh, si ça vous intéresse, je peux vous donner un abécédaire pour voir un peu à quoi ressemblait la forme des lettres à l'époque. Hein, ça va comme ça, au moins vous saurez pour votre culture générale. Je ne vais pas vous interroger là-dessus pour vous rassurer au niveau de l'évaluation. Je ne vous demande pas de mémoriser cet alphabet. Et je ne vais pas vous fournir une photo d'un texte inconnu qui ressemble à ça en disant allez-y, déchiffrez-le. Voilà, donc ça, ce serait un cours spécifique pour ça, d'épigraphie. Je serais ravi de faire un cours d'épigraphie. J'en ai fait un d'ailleurs à un moment donné, mais là, ça n'est pas prévu. Là, on est vraiment l'idée, c'est de se focaliser sur les aspects linguistiques et grammaticaux, plus que sur le déchiffrement lui-même de l'objet. Mais c'est évidemment très intéressant à faire et également comme exercice. Si vous voulez vous spécialiser, ce sera avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade avant qu'on attaque le texte? Non, ça va? Bon, bah écoutez, c'est parfait, très bien. Euh, Si vous avez des questions la fois d'après, n'hésitez pas. À chaque fois, bien sûr, le cours est enregistré, vous pouvez le revisionner, vous pouvez évidemment relire les notes que vous prenez, et vous pouvez me poser une question. Souvent, en début de séance, je demande est-ce qu'il y a des questions par rapport à la fois d'avant. Euh, alors, donc, très bien. Hop, on va. Alors, juste pour vous, je vais juste mettre le texte côte à côte. Hein, comme je vous dis, je ne vais pas vous demander d'apprendre à déchiffrer le texte, mais je vais quand même, du coup, mettre côte à côte juste 2 secondes que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez, là, je mets le texte hébreu. Euh, Ça se lit de droite à gauche. Ça, vous avez l'habitude quand vous avez appris l'hébreu biblique. Je précise, cela dit, que l'orientation du texte de droite à gauche n'est pas gravée dans le marbre et ça n'a pas toujours été le cas. On a des textes dans les langues sémitiques qui aujourd'hui s'écrivent de droite à gauche. Hein, je pense à l'hébreu, l'araméen, l'arabe, etc. Qui, en fait, pour certains d'entre eux, on trouve des textes écrits de gauche à droite. Voilà. Donc le sens d'écriture a pu varier, s'est stabilisé. Mais voilà, ça n'a pas toujours été comme ça de toute éternité. Il y a manifestement eu des discussions sur voilà l'ordre, enfin des discussions ou des réflexions, j'en sais rien, sur l'orientation de l'écriture. Je vous parlais par exemple tout à l'heure du site d'Ougarit. Voilà, typiquement à Ougarit, on a des textes du XIIIe siècle environ avant notre ère. On a des textes, la plupart des textes sont de gauche à droite, mais certains sont de droite à gauche. Là, ici, c'est le contraire. La plupart des textes hébreux anciens sont de droite à gauche. Donc, on est à peu près, enfin, on est aussi dans du ouest sémitique, on va dire. Euh, mais il arrive qu'on ait des textes de gauche à droite. Donc, celui-là et ceux qu'on va regarder sont de droite à gauche. Donc, on commence au bord de la marche. Vous voyez sur les 2 premières lignes, vous voyez, ils avaient le même mot. Vous voyez, même dans ma traduction, pas ma traduction, mais ma transcription, j'ai Aleph Lamed en haut et Aleph Lamed en bas. Et ce Aleph, vous le voyez, il est là comme ça. Il ressemble à notre A majuscule, mais penché. Hein, parce que c'est notre alphabet dérive aussi du même alphabet. Hein, on le sait pas, mais on le sait pas toujours, mais l'alphabet latin en fait dérive du même alphabet. Il a le même ancêtre, on va dire, que l'alphabet hébreu. Donc là, en fait, concrètement, vous avez votre A majuscule en français, vous le penchez et ça vous donne ce que vous voyez là à l'écran. Donc ça, c'est le Aleph. La deuxième lettre, c'est le Lamed. Alors le Lamed, on le reconnaît parce qu'il monte, vous voyez, il monte très très haut comme ça, là. Euh, mais après, évidemment, nous, ce qui monte au-dessus aujourd'hui, il est atrophié. Hein, vous voyez, sur le Lamed, en caractère d'imprimerie, et la haste au-dessus donc est atrophiée. En revanche, le crochet, nous, il y a une base horizontale, il y a un très grand crochet qui occupe pratiquement toute la hauteur de la lettre aujourd'hui, alors qu'en fait, ici, le crochet n'existe pas. Ou parfois, on le voit, je vous montrerai si on tombe dessus. Il y a certains scribes qui ont fait un petit crochet il y a un début de crochet, mais pas encore. Voilà. Donc, et ça, vous voyez, donc voilà, ça, c'est les différentes. Alors après, je ne vais pas toutes les faire, mais là, vous avez, je vais pour vous dire rapidement le Nun qui est ici. Ça, c'est le Resh. Ça, c'est le Yod. Ça, c'est le He, ici comme ça. Et ça, c'est un Vav.
Ensuite, vous avez un point, et ensuite, vous avez de nouveau un val. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis après, hop, plus rien. En fait, il y a des traces de lettres en dessous qui ont été effacées parce que c'est ce qu'on appelle un palimpseste, c'est-à-dire qu'il a déjà été utilisé une première fois et qu'on a effacé le texte et qu'on le réutilise. Donc, on a recyclé l'ostracon, et l'ostracon, c'est déjà du recyclage d'un débris de poterie, donc on recycle ce qu'on a déjà recyclé. Vous voyez qu'ils ont des leçons à nous donner en termes de recyclage. Donc typiquement, voilà, quelqu'un m'envoie une lettre, je lis sa lettre, je veux lui répondre, bah, j'efface sa lettre et j'écris par-dessus et je lui renvoie le truc. Bon, voilà. Donc on peut voir un petit peu derrière les traces antérieures, mais pour la nouvelle inscription, on s'arrête là et on va ensuite à la ligne suivante. Les points, vous avez de nouveau Aleph Lamed et puis un point. Alors les points sont des séparateurs de mots. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau pour vous, si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur les textes de cette époque-là. Dans l'hébreu massorétique que vous avez appris, il n'y a pas de séparation entre les mots. Enfin, si, il y a un séparateur de mots, c'est un espace, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour séparer les mots. Donc, il est faux de dire qu'il n'y a pas de séparateur de mots. S'il n'y avait pas de séparateur de mots, les mots seraient collés entre eux. Ce qui existe, hein, d'ailleurs, dans d'autres langues, euh, dans les manuscrits grecs, par exemple, puisque vous avez étudié le grec, enfin, la plupart d'entre vous avez fait du grec, peut-être vous avez regardé des manuscrits grecs en oncial, vous avez des mots, c'est ce qu'on appelle la scriptio continua, on ne sépare pas les mots. Bon, donc c'est vraiment très très tassé. Là, on sépare les mots, et on sépare les mots par un point. Alors, dans d'autres langues sémitiques ou dans d'autres textes, parfois, on peut séparer les mots non pas par un point, mais par deux points, par exemple. Vous voyez, en éthiopien, on sépare les mots par deux points. Bon, parfois, il y a des séparateurs de phrases également. Alors ça, vous avez l'habitude. Du coup, les deux points en hébreu massorétique, c'est le séparateur de phrases, c'est le sof pasuk. Euh, à cette époque-là des ostrakas, si je pense à des textes célèbres, je parlais du Moabite, la celle de Mécha, les phrases sont séparées par des traits verticaux. Donc les mots sont séparés par des points et les phrases par des traits verticaux. Donc c'est intéressant de voir qu'on a introduit une forme de ponctuation. À l'époque de Qumran, alors il n'y a pas de séparateur de mots si ce n'est un espace, qui est assez variable. Parfois il y a un grand espace, on se dit tiens, on sépare une phrase. Parfois on va à la ligne, vous voyez. Donc ça, on verra. Si on regarde, si on s'intéresse à un manuscrit de Qumran, peut-être je vous montrerai ça. Mais en tout cas, dites-vous ici qu'on sépare les mots par des points. Et à partir du moment où on sépare les mots par des points, on n'a pas besoin, on n'a pas de scrupule, on va dire, à couper un mot en deux. Vous savez, comme en français, quand on écrit, on peut, à la fin de la ligne, on arrive, j'ai pas la place de finir mon mot, je mets un trait d'union pour dire mon mot continue à la ligne suivante. Bah là, c'est le même phénomène, le mot va continuer à la ligne suivante, sauf que là, on met pas de trait d'union, on n'indique pas de dire attendez, j'ai pas fini mon mot, le mot continue à la ligne suivante. Donc ça, c'est aussi une petite gymnastique à laquelle il faut s'habituer. C'est que parfois le mot continue à la ligne suivante sans crier gare. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Et donc ça peut perturber au début parce que forcément le réflexe que nous on aura, c'est de dire bah très bien, je commence. Vous voyez là à la ligne 4 ici, vous avez ici un tav, un kaf et un mem. Vous voyez. Bon bah nous, on aurait tendance à dire bah ça c'est un nouveau mot. Bah, en fait non, raté, c'est pas un nouveau mot, c'est la fin du mot qui a commencé à la ligne précédente. Donc ça c'est aussi une petite gymnastique pour vous, il va falloir vous habituer. Voilà, voilà. Donc ça c'est un peu quelques généralités sur la façon dont on écrit. Et avec l'incertitude aussi que souvent ces inscriptions sont en piteux état. Celle-ci, elle est bien. Vous voyez, le texte n'est pas effacé, il est assez bien visible, parfois un petit peu moins. Là, vous voyez, il y a effectivement là, la lettre ici qui est de le haïn est un peu effacée. On voit encore en dessous des lettres, on voit que ça continue, hein, le texte continue. Vous voyez, vous avez des sommets de lettres. Bon, mais malheureusement, c'est cassé. Donc, on n'a pas la suite du texte. Donc, l'ostracon était un peu plus gros que le fragment qu'on a là mais on ne sait pas de combien. Alors, pas le double non plus, hein, comme vous le disiez, sinon on aurait du mal à le manipuler. Mais effectivement, du coup, là, j'ai mis des points de suspension pour vous dire, il y a une ligne 8, mais alors, euh, qu'est-ce qu'il y avait dessus? On ne sait pas. Et est-ce qu'il y avait une ligne 9? On ne sait pas non plus. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Donc, ce que je numérote ici, ce sont les lignes de texte. C'est pas non plus des versets. Donc, c'est pareil pour vous. Quand on met des numérotations, vous pensez à des numérotations en versets. Et donc, les versets, c'est des phrases, c'est des unités linguistiques. Or là, pas du tout. On numérote les lignes. Donc, ça veut dire que la phrase, elle continue. Et le mot même continue à la ligne suivante. Donc, la ligne, le numéro de ligne, c'est juste un repère pour vous dire. Alors, on numérote les lignes de façon séquentielle, en commençant par la ligne 1. La ligne 1, ici, on sait que c'est la première ligne parce qu'on a le début de la lettre.
Donc on sait d'un point de vue littéraire que c'est le début de la lettre. Mais parfois, je vous disais en bas, le texte est cassé, il y a des lignes qui continuent. Parfois, en haut aussi, le texte est cassé, on n'a pas la première ligne. Donc on commence à une ligne, mais qui n'est pas la première ligne, et on ne sait pas combien de lignes il y avait avant. Donc on commence à la ligne N, mais on ne sait pas quel est ce N. Donc on se dit, bah, on va commencer à numéroter par un, puisque voilà, on va quand même commencer par un, mais on va signaler que ça n'est pas la première ligne primitive, on va mettre un prime. Donc on va dire ligne 1 prime, 2 prime, 3 prime. Ça, c'est quand on travaille bien. Il y a des gens qui ne travaillent pas bien et qui oublient de mettre le prime, et donc qui vous font croire qu'en fait vous avez le début du texte, alors que non. Donc nous, dans notre édition, quand on travaille bien, on met un prime pour dire mon texte commence là. Moi, le fragment que j'ai sous les yeux, il commence à cet endroit-là. Mais ça n'est qu'un fragment, que ce soit un fragment de poterie ou un fragment de parchemin ou de papyrus, en disant, en fait, le texte, il commençait avant. Donc, je mets des primes. Un prime, deux primes, trois primes. Il y avait des lignes avant, combien, j'en sais rien. Voilà. OK. Donc ça, c'est pour vous expliquer la disposition du texte. Et après, bah, ma foi, il faut commencer à déchiffrer le texte. Alors, le texte Est-ce ici, que je peux vous poser une question? mais oui, bien sûr, je vous Désolée. écoute. À quoi ça ressemble un prime visuellement, s'il Un vous plaît? prime, c'est comme en maths, c'est un petit. Attendez, je vais l'écrire à l'écran. Voilà, je vais l'écrire à l'écran. Un prime, le caractère prime. Voilà, vous avez un 1, et puis je vais vous faire un prime qu'on fait comme ça. Voilà. Ça, c'est prime. Ça, c'est D'accord. seconde. Ok. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est Merci. des trucs qu'on utilise. Bah, vous savez, même quand on dit, même dans les coordonnées, je ne sais pas si vous avez sur les cartes, degrés, minutes, secondes, des choses comme ça. On utilise le Oui. caractère prime aussi. Et en mathématiques aussi, A et A prime, B prime, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est juste, ça ressemble de Merci. loin à une apostrophe, effectivement. Mhm. Voilà, ça ressemble à une apostrophe. Mais l'apostrophe droite, elle est comme ça. Et l'apostrophe en caractère d'imprimerie, elle est comme ça. Vous voyez? Donc c'est trois caractères différents. Vous voyez, vous avez attendez que je vous mette ça. Donc vous avez, ça c'est le caractère prime, qui n'est pas la même chose que l'apostrophe droit, il n'est pas la même chose que l'apostrophe qu'on appelle culbuté, enfin une virgule culbutée, enfin bref, bon, voilà. Voilà, donc tout ça c'est des Merci caractères beaucoup. différents, voilà. Bon, donc la ligne 1 prime, elle ressemble à ça. Alors maintenant, regardons rapidement justement le début du texte. Alors, je suppose que vous n'avez pas eu le temps de travailler ce texte. Euh, donc on va commencer à le découvrir ensemble et bien sûr pour la prochaine séance vous pourrez qui est d'ailleurs demain je crois si je me souviens bien un truc comme ça je crois qu'on nous a mis une deuxième séance demain matin à la même heure ah non demain matin à 9h30 pardon c'est pas la même heure. Euh, donc vous aurez le temps je l'espère d'ici là de regarder un peu plus le texte. Donc vous avez le texte qui se présente comme ceci avec un premier mot et un deuxième mot. Je vais écrire un peu plus gros si vous voulez. Alors attendez, je vais cacher le. Voilà, comme ça vous voyez bien. Donc ça, c'est la première ligne. Le premier mot avec deux lettres. Alors en hébreu, les mots Aleph Lamed, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en hébreu? Est-ce que vous connaissez des mots qui s'écrivent Aleph Lamed? Bon là, il faut parler quand même. C'est elle? Elle, c'est-à-dire. Ben, je sais pas, je pense que c'est un Ségol, un Lamed. Ah oui, oui, ségol. Oui, alors bien sûr, Oh. avec un ségol. Mais ce mot veut dire quoi en hébreu? Ben, ça veut dire vert. Vers, la préposition vers, très bien. Donc effectivement, on pense à la préposition elle, vers, très bien. Il y a d'autres mots en hébreu qui s'écrivent Aleph Lamed. Enfin, un petit exercice. Hein. Je dis pas que ça fait sens ici, hein, Ça veut mais dire je. Al aussi. Pardon? Ah non, non, non. Al, c'est un Aïe. Alors il y a al, la préposition al avec un ayin, mais il y a aussi al avec un aleph. C'est quoi al avec un aleph? Alors personne. Donc elle avec un ségol. Je vais le mettre ici à côté. Mince. C'est pas la négation de l'ordre? Voilà, absolument. Donc elle, c'est vers. Al, donc effectivement, al avec un ayin, bon, je vais quand même l'écrire parce que vous l'aviez proposé, ça c'est la préposition sur, mais effectivement, c'est pas la même chose, évidemment. Euh,
Al avec, attendez, hop, on va faire ça comme ça. Ah zut, bah décidément. Voilà. Al avec un Aleph, ça c'est la négation, ne, précédée quand elle précède un verbe au volitif, hein. C'est-à-dire, le volitif, ça va être comment on va dire ça en hébreu, le justif, voyez? Le justif, euh, al quelque chose, ne fait pas ceci, qu'il ne fasse pas cela, ou que tu ne fasses pas ceci. Vous voyez? Euh, Al ta'avod, je ne veux pas que tu serves, hein, vous voyez? Bon, on peut dire aussi lo ta'avod, lo plus indicatif, al plus volitif, euh, etc. Al takum, ne te lève pas, bref, ce que vous voulez. Al, c'est la négation qui précède un mode volitif en hébreu. D'accord? Et puis, il y a encore autre chose qui peut s'écrire Aleph Lamed en hébreu. Alors? Le nom de Dieu? Bah Dieu? oui, exactement. Non, El. Et qui s'écrit comment alors? Comment on le vocalise? je sais plus. Avec un serré. Voilà. Et ça, c'est Dieu. C'est un nom commun, El, Dieu, au pluriel Elim, les dieux, etc. Et ça, c'est aussi, évidemment, c'est aussi un nom propre du dieu El. Donc, il va s'appeler comme ça, il s'appelle le dieu. Oula. Euh, voilà, c'est ça. Donc, soit c'est le nom commun Dieu, soit c'est le prénom, le nom propre du dieu El. Voilà, il y a d'autres théonymes, d'autres noms de Dieu. On verra un peu plus loin dans le texte le tétragramme, Yahvé, etc. Voilà. Donc, mais effectivement, vous avez toutes ces possibilités. Euh, alors, voilà, là, ici, vous avez un texte qui n'est pas vocalisé, parce que comme je vous dis, les voyelles ont été mises au point par les massorètes. Donc là, on est plus de 1000 ans avant les massorètes. Euh, donc effectivement, vous n'avez pas de voyelle. Et donc, quand vous tombez sur un texte comme ça, il faut savoir, est-ce que c'est elle, al, elle? Bon, le contexte va nous le dire. Donc là, en l'occurrence, cela dit, on est au début d'une lettre, et effectivement, il se trouve que c'est la formule standard, quand on écrit une lettre, de commencer par le destinataire. Vous savez, c'est comme sur l'enveloppe, vous commencez par mettre le destinataire. Donc c'est vers, c'est le destinataire. J'écris A. Je dis vers ou A, effectivement, vers, enfin, évidemment, euh, vers et A. Voilà. Donc on écrit A et on dit le nom du destinataire. Donc ça va être le nom du destinataire. Alors, on a donc 5 lettres. La finale est assez classique. Vous avez Yod He Vav, et ça doit vous aider à identifier des noms propres, parce que cette finale, on parlait tout à l'heure du tétragramme, c'est le diminutif du tétragramme. Et vous avez donc le tétragramme, c'est Yahvé. Alors, on ne sait pas comment on le vocalise, le tétragramme, on en parlera quand on tombera dessus, mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'il apparaît dans beaucoup de noms propres dans la Bible, et à chaque fois, c'est la finale Yahoo. Je vais vous montrer, on peut faire une recherche rapide dans le texte biblique si ça vous intéresse. Regardez tous les noms qui se terminent en Yahoo. Ah, je peux même faire une petite concordance. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, c'est ça, c'est là qu'il faut cliquer. Euh, Concordance, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et donc, vous avez ici, donc j'utilise le logiciel Accordance. On me pose tout le temps la question. Donc, il s'appelle Accordance, non pas concordance, mais Accordance. Bon, c'est un logiciel qui coûte très cher, mais qui est le logiciel professionnel de référence utilisé, créé et utilisé par des spécialistes de la Bible. Donc c'est le plus fiable. Il y a des gens qui utilisent des outils gratuits sur Internet. C'est sûr, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas le choix. Moi aussi, j'ai fait ça. Mais simplement, là, je faisais la remarque à, je sais plus un ou deux étudiants qui sont tombés sur même des sites Internet avec des choses qui étaient fausses. Bon, voilà, il y a un texte hébreu qui était erroné. Donc je dis, bah non, là, votre texte, il est pas bon. C'est pas le bon texte hébreu. Bref. Donc là, vous avez Aviyahu, Adoniyahu, vous avez, ouais, il me met tous les trucs. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup de faire la concordance. On peut juste donner peut-être juste la liste.
Comment on fait? Moi, je sais pas. Bon, en tout cas, parce que là, il me met évidemment énormément. Il y en a là, il y en a pour certains, il met même pas la liste des versets. C'est sûr que là, je lui ai demandé de me faire une concordance. Il me fait ça instantanément. Moi, vous avez comme ça Berer-Yahu, Gedal-Yahu. Voilà, vous avez plein de finales en Yahu. D'accord? Donc ça, c'est effectivement très courant dans la Bible. Dela-Yahu, Zevad-Yahu, etc. D'ailleurs, Gmar-Yahu, Berer-Yahu, Gdal-Yahu, Dela-Yahu, tous ces noms propres, on va les retrouver dans nos ostracas. Là, dans cette collection que je vous ai montrée, là, on en a travaillé un, mais il y en a 450. En fait, tous ces prénoms existaient à l'époque. Je dis pas que c'est les mêmes personnes, hein, c'est des homonymes, ils portent le même prénom, mais effectivement, euh, on va trouver assez fréquemment un prénom Yahoo. Donc là, je vous mets la puce à l'oreille. C'est donc un prénom, un nom propre qui se termine par Yahoo. Il reste à identifier de quel prénom il s'agit et de savoir si ce prénom, justement, on le retrouve dans la Bible. Mais je vois que c'est déjà l'heure, donc on va laisser le suspense entier. Ce que je vous propose donc, c'est de s'arrêter là pour aujourd'hui et donc allez-y, amusez-vous, regardez la suite du texte, à commencer par ce nom-là, savoir est-ce que vous le retrouvez dans la Bible, comment on le vocalise, voilà, voilà, tout ça. Et ça, c'est le jeu et on va découvrir un peu aussi de quoi il s'agit et de quoi on parle. Voilà. Donc, bah, je vous remercie d'avoir été d'abord aussi nombreux ce matin à une heure aussi matinale. Je ne pensais pas vous trouver aussi nombreux, donc je suis content. Merci d'être là. Et bon travail à chacun. Je reste disponible pour répondre à vos questions là tout de suite, mais je vais arrêter l'enregistrement pour libérer ceux qui ont d'autres cours dans la suite. Voilà. Merci et bonne journée à vous.